une de l'actualité, l'opposition guinéenne estime à 90 au moins le nombre de personnes tuées lors des manifestations, un chiffre contesté par le gouvernement. En Tanzanie, l'opposition accuse le pouvoir de dérive autoritaire. Le gouvernement utilise un important arsenal législatif pour entraver leur tentative de faire campagne. Et puis aux États-Unis, Donald Trump a retrouvé lundi les estrades de campagne en Floride. Il a assuré être en pleine forme, célébrant son apparente immunité à 22 jours de la présidentielle. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Au Nigeria, de nouvelles manifestations contre les violences policières ont rassemblé ce lundi quelques centaines de personnes à Abuja et Lagos. Ces nouvelles manifestations ont eu lieu malgré la dissolution la veille par les autorités d'une unité de police controversée. La contestation populaire naît sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la SARS tuant un homme à Ughelli dans l'état de Delta au sud du Nigeria, amené à l'annonce ce dimanche par la présidence nigériane de la dissolution avec effet immédiat de l'unité spéciale. Mais cela n'a pas réussi à calmer les esprits. Des manifestants ont bloqué ce lundi une rue d'Abuja, la capitale nigériane, pour réclamer la dissolution de la SARS, une unité spéciale dans la lutte contre la criminalité, homicide, enlèvement, vol. Cette dernière est accusée de racketter la population d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. So you see, the IG cannot be trusted because he has given his word to us. Vous voyez donc qu'on ne peut pas faire confiance à l'inspecteur général de la police car il nous a donné sa parole qu'en tant que manifestant civil, pacifique, aucun mal ne nous serait fait et pourtant il a manqué à sa parole. Comment pouvons-nous lui confier une tâche aussi importante que le démantèlement de la SARS? Nous ne lui faisons pas confiance. And I am just a young Nigerian and I am angry. Je ne suis qu'un jeune Nigérien et je suis en colère et nous sommes tous en colère ici. Nous voulons que la violence policière cesse. Nous voulons que le démantèlement de la SARS soit complet, confirmé avec la Constitution. Nous voulons que le président du Nigeria nous parle. Nous sommes son peuple. À Lagos, mégapole immense de 20 millions d'habitants, des milliers de manifestants se sont réunis toujours ce lundi dans différents endroits de la ville, bloquant les principaux axes routiers et l'aéroport international. Je le disais en titre, en Guinée, l'opposition a chiffré ce lundi à 90 au moins le nombre de personnes tuées en un an, et ce au cours de la répression du mouvement contre un troisième mandat du président sortant, Alpha Condé. À moins d'une semaine de la présidentielle, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC a publié une liste des victimes, selon lui, de la contestation au nombre de 90 depuis le 14 octobre 2019, 92 en comptant 2 personnes mortes auparavant en juin. Au moins 45 ont été tuées par balle, a dit le collectif réunissant des partis, des syndicats et des membres de la société civile. Selon Sekou Koundouno, un responsable du FNDC, sur les 92 morts, 8 ne sont toujours pas identifiés pour avoir été enterrés de nuit à la suite de violences survenues à Nzérékoré, au sud, autour du référendum constitutionnel controversé du 22 mars. Mais selon le gouvernement, ces chiffres sont dénués de fondement. Albert Damantang Camara, ministre de la Sécurité, a refusé de se prêter à une comptabilité macabre servant à une exploitation politique. Il y a eu des morts violentes que nous regrettons et nous travaillons à ce que cela ne se reproduise pas. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y en ait 92, a-t-il dit. Il a reconnu au minimum 42 morts pouvant être liées au contexte politique, mais il a refusé qu'elles soient imputées aux forces de sécurité sur de simples témoignages. Le ministre de la Sécurité a réaffirmé la volonté des autorités de rechercher les coupables et indiqué que, depuis le 22 mars, un élève gendarme et un militaire avaient été mis en cause par la justice pour leur agissement. Depuis un an, le FNDC a mobilisé à plusieurs reprises des milliers de personnes contre cette candidature. La protestation a été plusieurs fois durement réprimée. Les défenseurs des droits humains ont reproché aux forces de sécurité un usage excessif de la force, notoire de longue date.
Ils ont aussi fustigé une tradition ancienne d'impunité. En Tanzanie, les opposants ont le sommeil trouble. Les autorités ont accru la répression à leur endroit, utilisant un important arsenal législatif pour entraver leur tentative de faire campagne. Les élections générales sont prévues pour le 28 octobre prochain. Les détails. Chevalier anticorruption pour ses partisans, le président John Magufuli, accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire et d'avoir restreint les libertés publiques depuis son élection en 2015, brigue un second mandat. Le gouvernement de Magufuli s'est doté d'un formidable arsenal de lois pour entraver toute forme de dissidence et limiter efficacement la liberté d'expression et le droit de réunion pacifique à l'approche des élections, explique Amnesty International dans un nouveau rapport. La commission électorale tanzanienne a début octobre suspendu pour 7 jours la campagne du principal adversaire du président Magufuli, Tundu Lissu, membre du parti d'opposition Chadema, pour cause de propos séditieux et d'accusations infondées violant les lois électorales. Selon Amnesty, la police a également fait appliquer de façon sélective et partisane la loi sur les réunions publiques afin d'empêcher l'opposition de se rassembler et de tenir des meetings, pendant que le parti au pouvoir, le CCM, a toute latitude pour organiser des rassemblements similaires. Amnesty qualifie cette situation de signe extrêmement inquiétant et malsain. Les autorités ont également suspendu des médias sur la base de lois répressives et vagues. Le dialogue libyen sous l'égide des Nations Unies prévu en Tunisie début novembre pour tenter de sortir la Libye du chaos serait ouvert aux dirigeants ne visant pas de postes gouvernementaux. L'ONU les a exhortés à privilégier l'intérêt national. Le dialogue interlibyen de Tunis, qui débutera le 26 octobre par visioconférence, avant de se poursuivre début novembre en face à face, réunira de nombreux membres du Parlement de Tobrouk à l'est et du Haut Conseil d'État à l'ouest, ainsi que des participants sélectionnés par l'ONU. Les conditions de participation établies par l'ONU sont claires, voire des gens qui ne sont pas là pour leur propre carrière politique, mais pour leur pays. L'objectif de cette réunion est d'arriver à des élections nationales. Je pose comme condition à ceux qui veulent participer à ce dialogue de se retirer de courses potentielles aux hautes fonctions gouvernementales. Cela inclut le Conseil de la présidence, la position du Premier ministre, les postes de ministres et les positions de souveraineté. Les personnes qui seront présentes, elles représentent vraiment la diversité de la Libye. C'est approprié pour des membres du Parlement de Tobrouk à l'est et du Haut Conseil d'État à l'ouest, les deux institutions qui ont émergé de l'accord libyen de Chirat. Nous avons besoin d'eux dans ce dialogue car ils doivent assumer leurs responsabilités dans cette nouvelle phase en Libye. Interrompu à maintes reprises depuis les accords de Skirat au Maroc en décembre 2015, le processus politique libyen a été mis à mal par l'offensive militaire du maréchal Haftar qui a tenté sans succès d'avril 2019 à juillet 2020 de prendre le contrôle de Tripoli. Les deux camps rivaux, encouragés par l'ONU, sont retournés en septembre à la table des négociations avec des réunions thématiques institutionnelles au Maroc, militaires en Égypte et politiques en Suisse. Autre information, dans cette édition aux États-Unis, Trump a repris sa campagne par la Floride, où il a dit se sentir si puissant, célébrant son apparente immunité. Avant le meeting du démocrate dans l'Ohio, soutien et opposants de Joe Biden ont fait entendre leur voix dans les rues de Cincinnati. Le président Donald Trump a retrouvé lundi les estrades de campagne en Floride, assurant être en pleine forme à 22 jours de l'élection qui l'opposera à Joe Biden.
En net retard dans les sondages sur son rival démocrate Joe Biden, le locataire de la Maison-Blanche espère le combler dans la dernière ligne droite en sillonnant l'Amérique. Affichant une forme indéniable, une semaine après sa sortie de l'hôpital, il a déroulé dans un discours d'un peu plus d'une heure tous les classiques de sa campagne. Le président n'est nullement inquiété par les sondages, rassurant qu'il gagnera l'État de Floride et remportera les élections comme il y a 4 ans. Lors de son discours, il a tenté de galvaniser sa base électorale en vantant son choix de la juge Amy Coney Barrett pour la Cour suprême. Le Sénat, à majorité républicaine, a entamé lundi l'audition de cette magistrate de 48 ans dont la confirmation, qui fait peu de doute, ancrera durablement le temple du droit américain dans le camp conservateur. Depuis l'annonce le 1er octobre du test positif de Donald et Melania Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de tests Covid négatifs jusqu'ici. Le démocrate n'a participé à aucun grand rassemblement depuis plusieurs mois, soulignant la nécessité de respecter les consignes des autorités sanitaires. Joe Biden, qui est attendu dans l'Ohio pour un meeting. Avant ce rendez-vous, soutiens et opposants aux candidats démocrates se sont rassemblés dans les rues de Cincinnati pour se faire entendre. Le Parti démocratique ne veut pas exposer les gens à un virus mortel, a expliqué un de ses partisans. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information est en continu sur Sika TV. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.